Salut à tous, nouvel épisode et aujourd'hui on repart de l'autre côté du globe pour se rendre en Asie. En 1931, suite à une mise en scène, les Japonais, en pleine politique expansionniste, envahissent la Mandchourie, une province chinoise. L'année suivante, la totalité de la province est contrôlée et les Japonais créent un état fantoche baptisé Manchukuo. Cependant, l'annexion de la Mandchourie ne suffit pas aux nationalistes japonais qui visent désormais l'extrême-orient soviétique. Cette mouvance prend le nom de Hokushin-ron, groupe d'attaque vers le nord. La plupart des officiers de cette faction sont regroupés au sein de l'armée du Guandong, armée qui a justement déclenché l'invasion de la Mandchourie. Cette vision n'est cependant pas partagée par tous les militaires japonais puisqu'une autre faction, soutenue par l'empereur Hirohito, souhaiterait elle tourner l'action plutôt vers le sud-est asiatique et les îles du Pacifique. Consciente de la menace qui plane sur elle, l'URSS considère le Japon comme ennemi numéro 1 et place ses forces tout au long de la frontière, et ce même en Mongolie puisque celle-ci est un protectorat soviétique. Malgré tout ce déploiement militaire, Staline propose un pacte de non-agression. C'est un exercice qu'il maîtrise bien. Il s'agit alors d'employer un vocabulaire très simple. D'écarte tes troupes de chez moi ou je crame ton pays. C'est assez simple comme vocabulaire, ça ? Cependant, ce pacte, les Japonais ils le refusent, considérant que l'Asie orientale est leur zone naturelle d'expansion. Les Japonais voient donc l'armée rouge, les forces communistes, se dresser devant eux et c'est justement le moment précis où l'Allemagne, elle-même anticommuniste, se dit qu'il serait bien de se rapprocher du Japon. Et en effet, le 25 novembre 1936, les deux nations signent le pacte anti-Comintern. Selon ce pacte, les deux factions doivent notamment se consulter en cas d'agression de l'URSS. De plus, aucun des deux ne peut conclure d'accord politique avec les soviétiques sans le consentement de l'autre. Je connais cette théorie, oui. On en revient à l'armée du Guandong qui, en plus de faire face aux communistes, a conscience que depuis 2 ans, l'armée rouge subit les énormes purges staliniennes et du coup, selon elle, les soviétiques sont extrêmement affaiblis et ce serait une grave erreur de ne pas en profiter. Cependant, à cette époque, l'Empire du Japon possède une structure décisionnelle très particulière. Le gouvernement civil représenté par l'empereur n'a qu'un pouvoir limité. En revanche, l'armée impériale japonaise et la marine impériale japonaise sont toutes les deux des structures militaires bénéficiant d'une assez large autonomie décisionnelle. L'invasion de la Mandchourie en 1931 que j'évoquais, c'en est justement un bon exemple puisqu'il s'agit là pleinement d'une initiative locale de l'armée du Guandong. Du coup, comme Hirohito ne veut pas d'un conflit au nord, l'armée du Guandong elle comprend qu'il va falloir un petit coup de pouce pour que les hostilités démarrent. On procède alors comme en Mandchourie en 1931, on crée de faux incidents avec une bonne mise en scène, et ensuite on considère que c'est l'empire japonais qui a été attaqué. Or, c'est bien connu. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Et ça marche plutôt bien puisqu'une nouvelle fois les Japonais gagnent du terrain, leur marine bombarde Shanghai en janvier 32, ils s'emparent de la province du Jeol en 33 et parviennent à isoler Pékin en 1935. Dans un premier temps, le gouvernement et l'empereur sont irrités par l'insubordination des troupes, puis finalement ils se ravisent et constatent que les gains territoriaux sont plutôt sympas. Finalement, cela ne s'arrête pas là puisque désormais les Japonais désirent s'emparer du reste du pays, en particulier l'Est. Cette fois-ci, l'empereur approuve et en juillet 1937, une nouvelle fois grâce à la mise en scène de plusieurs incidents, les Japonais envahissent le reste de la Chine. C'est le début de la guerre sino-japonaise, elle durera 8 ans. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous parler d'une chose, c'est qu'en parallèle de ces événements, la Chine est en pleine guerre civile. Les communistes, emmenés notamment par un certain Mao Tse-tung, font face aux nationalistes emmenés par un certain Chiang Kai-shek. Néanmoins, conscient que s'affronter c'est donner la victoire aux Japonais, les deux factions décident de s'associer et de former un front uni. C'est l'accord de Chan. Et ils ne sont pas tout seuls puisque les soviétiques, ennemis du Japon, leur viennent en aide, leur fournissant de l'équipement, des armes, des conseillers militaires et même des pilotes. Au final, l'opposition entre soviétiques et japonais continue de se développer et les tensions montent grandement. En juin 1938, afin d'échapper aux grandes purges, le chef du NKVD en Extrême-Orient, Genrik Lyushkov, déserte et rejoint les rangs de l'armée japonaise. Il révèle alors de nombreuses informations sur le dispositif défensif soviétique et évoque même le sentiment anti-stalinien qui règne dans certains bataillons de l'armée rouge. Forte de ces précieux renseignements et une nouvelle fois de sa propre initiative, l'armée du Guandong passe à l'attaque dans la région du lac Khasan. Les combats durent près de 2 semaines et se soldent par une défaite japonaise. Mais les soviétiques, malgré leur supériorité humaine et matérielle, ont montré d'immenses lacunes. Ils ont peiné à maîtriser la situation et cela leur a coûté énormément de pertes. D'ailleurs, Staline est furieux et le maréchal soviétique à la tête des opérations est arrêté et exécuté. Et ça aussi les Japonais ils le savent car ils ont décrypté le code soviétique.
et pour eux ces informations ça montre que l'armée soviétique est hors d'état d'agir. Les Japonais en sont convaincus, avec davantage de préparation, l'armée rouge peut clairement être battue. Et c'est dans ce contexte qu'un an plus tard, les Japonais préparent une offensive de plus grande envergure. L'idée c'est de s'emparer et de détacher la Mongolie de la sphère soviétique et d'en faire un allié, coupant ainsi au passage les voies de ravitaillement soviétiques en Chine. Début mai 1939, de nombreux incidents ont lieu entre troupes soviéto-mongoles et troupes nippo-mandchoues. Ils marquent le début de la bataille de Khalkhin Gol. Alors oui, dit comme ça fait très Tolkien, ça pourrait être un nom de bataille dans le Seigneur des Anneaux, mais pas du tout. Il s'agit en réalité d'une rivière qui court en Mongolie, notamment près du village de Nomonhan, une zone où la frontière entre les deux belligérants est particulièrement contestée. De maigres négociations sont entreprises, mais très vite l'escalade opère. Le 15 mai, les Japonais envoient leur aviation bombarder un camp militaire et font pénétrer 10 000 hommes sur le territoire mongol. Ils sont néanmoins rapidement défaits par les soviétiques. Ces derniers temporisent d'ailleurs. En effet, en Europe, l'Allemagne prend de plus en plus d'ampleur et envisage d'annexer la Pologne, ce qui inquiète grandement Staline puisque si les choses évoluaient comme telles, les soviétiques pourraient potentiellement se retrouver à combattre sur deux fronts. Or, pour rappel, à ce moment-là, Japonais comme Allemands sont convaincus que l'armée rouge est extrêmement faible. Du coup, afin de dissuader les Allemands de les attaquer, les soviétiques se disent qu'il serait pas mal d'infliger une lourde défaite aux Japonais, histoire de montrer qu'ils sont pas si nuls que ça. Dans la région de Khalkhin Gol, deux doctrines s'opposent alors. En gros, pour résumer, les Japonais misent tout sur une victoire éclair, ils savent qu'ils n'ont pas une grosse puissance industrielle derrière pour les ravitailler, et il faut donc frapper vite et fort. Les soviétiques, eux, privilégient la durée. L'idée c'est que la maîtrise logistique et la supériorité mécanique de l'armée rouge masquent absolument la faiblesse du corps d'officiers, très nettement démoli par les grandes purges l'année précédente. Néanmoins, un petit nouveau fait son apparition et vient prendre la tête des opérations, un certain Georgi Yukov. Au final, la bataille de Khalkhin Gol se poursuit avec plusieurs attaques japonaises mais sans gros succès. Yukov a en effet misé sur une stratégie très défensive le temps de bien réorganiser ses troupes. Les Japonais, eux, comme prévu, ne tiennent pas sur le long terme, la logistique ne suit pas et leurs munitions s'épuisent. Les Soviétiques, pendant ce temps, entament une grosse phase de désinformation. Ils transmettent notamment de fausses infos par radio et la nuit diffusent par haut-parleur de faux bruits de terrassement pour faire croire qu'ils établissent des positions défensives. Sauf que ce n'est pas le cas et soudainement, à la totale surprise des Japonais, les Soviétiques lancent une énorme offensive sur les positions nippones le 20 août. Les forces impériales manquent de canons et de munitions et sont balayées en l'espace d'une semaine. Dans le même temps, le 23 août, l'Allemagne et l'Union soviétique parviennent à un accord et signent le pacte germano-soviétique. Les espoirs japonais de voir l'armée rouge lutter sur deux fronts s'envolent. Dès le 3 septembre, Tokyo demande à l'armée du Guandong de stopper immédiatement toute opération offensive. Le 15, un cessez-le-feu est accepté, les deux armées retournent sur leur position initiale. Au final, l'épisode de Khalkhin Gol aura une influence déterminante sur la stratégie japonaise puisque cette bataille représente la défaite totale de l'armée japonaise par les soviétiques, la perte d'influence politique de l'armée du Guandong et donc la fin des ambitions d'expansion japonaises dans cette région-là. Dorénavant, les troupes impériales saisiront l'autre option qui se proposait à eux, s'étendre dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est. C'est une étape décisive puisque l'issue de cette bataille permet de clore les affrontements entre Japonais et Soviétiques, qui signeront d'ailleurs un pacte de non-agression plus tard en avril 1941. Une conséquence absolument majeure donc pour l'URSS puisque celle-ci pourra donc se concentrer sur un front unique, celui qui va s'ouvrir prochainement face aux Allemands. Et si vous avez l'esprit créatif, je vous laisse imaginer en commentaire la tournure qu'aurait eu le conflit mondial si les Soviétiques s'étaient battus sur deux fronts. La même question peut d'ailleurs se poser avec les Japonais. Voilà pour la bataille de Khalkhin Gol, c'est une bataille complètement oubliée en Occident et qui pourtant, vous l'aurez vu, a eu des conséquences majeures sur le futur conflit mondial. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires, il y a je pense beaucoup de choses à dire. On n'oublie pas de mettre un pouce, c'est très important, on n'oublie pas non plus de s'abonner, c'est là aussi très important, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, d'ici là, portez-vous bien.